Bonjour et bienvenue à cette vidéo du cours Les interactions microbiennes consacrée aux interactions entre les plantes et les micro-organismes. Les plantes sont considérées comme la principale source de matière organique du sol. Elles sont entièrement colonisées par différents types de micro-organismes. Leurs parties aériennes sont soumises aux aléas de variation climatique, alors que leurs parties racinaires forment un écosystème plus stable dans lequel l'humidité est moins variable et les nutriments sont plus concentrés. De ce fait, c'est autour des racines que se développe l'activité microbienne majeure du sol, engendrant des interactions multiples très importantes et plus ou moins spécifiques avec les plantes. L'activité microbienne joue un rôle décisif dans l'équilibre global de l'écosystème et dans la vie de la planète. Il existe dans le sol de nombreux types d'associations symbiotiques entre les micro-organismes et les plantes, dont les plus remarquables sont les symbioses rhizobiennes et les symbioses mycorrhiziennes. L'association symbiotique entre les bactéries du sol, dites rhizobia, et les espèces des plantes de la famille des légumineuses permet la fixation biologique de l'azote atmosphérique. Cette symbiose se caractérise par la formation d'un nouvel organe particulier situé au niveau des racines des légumineuses, appelé des nodules. Au sein de ces nodules, les bactéries vont réduire l'azote atmosphérique en ion d'ammonium, assimilable par la plante, et en contrepartie, la plante va fournir à son symbiote une niche écologique et les substrats carbonés issus de la photosynthèse, nécessaires à son métabolisme. En effet, les nodules sont un véritable organe d'échange des métabolites entre les bactéries et la plante. Cette interaction est très spécifique et résulte d'un dialogue moléculaire entre les deux partenaires et s'établit en plusieurs étapes. Les plantes vont sécréter dans le sol de nombreux composés chimio-attractants pour les rhizobiums, dont les flavonoïdes, qui sont perçus par les rhizobia via une protéine régulatrice NOD. Cette protéine va déclencher l'expression des gènes NOD aboutissant à la synthèse d'une molécule de signal appelée les facteurs NOD. Les facteurs NOD sont des molécules de N-acétylglucosamine substituées par des radicaux de sulfate, acétate et des méthyles qui déterminent l'espèce avec lesquelles les micro-organismes vont interagir. La perception des facteurs NOD par la plante va déclencher un enchaînement des événements aboutissant à la formation de nodules. Les facteurs NOD vont agir ainsi comme un véritable sésame. Sans celui-ci, la plante maintient un système de défense et lui permettant de se protéger de l'intrusion des 1001 bactéries pathogènes qui rôdent autour de ses racines. La reconnaissance des facteurs NOD permet l'attachement des rhizobia au poil absorbant de la racine, marquant ainsi le début de l'infection, par la courbure du poil absorbant en forme de crosse de berger, et puis par la formation des structures tubulaires appelées le cordon d'infection, qui va guider les rhizobia à l'intérieur des tissus de la plante. En même temps, des cellules corticales en face du site d'infection sont activées et se dédifférencient et se divisent. Des divisions successives mènent à la formation d'un primordium nodulaire. Le cordon d'infection avance vers le primordium. Quand il atteint les cellules du primordium, les rhizobiums sont libérés dans le cytoplasme des cellules hôtes. Les cellules les plus distales du primordium non envahies vont former un méristème, tandis que les cellules infectées vont arrêter de se diviser et débute un processus de différenciation en cellules fixatrices d'azote appelées les bactéroïdes. Les bactéries récemment libérées dans le cytoplasme des cellules végétales vont subir une profonde transformation pour devenir des bactéroïdes, bien sûr. L'activité du méristème est persistante et le processus d'infection continue. Par conséquent, les nodules formés est composé de différentes zones. La zone 1 correspond au méristème de la zone 2, au méristème. La zone 2 correspond à la zone de différenciation et d'infection. La zone 3, composée de cellules hôtes remplies de bactéroïdes fixatrices d'azote, et la zone 4, appelée une zone de sénescence.
Les bactéroïdes peuvent fixer l'azote atmosphérique grâce à l'enzyme nitrogénase appelée le cœur du réacteur. Cette enzyme est dénaturée par l'oxygène. Alors, les légumineuses et les rhizobias vont coproduire une molécule proche de notre hémoglobine appelée la légumoglobine. Cette molécule va séquestrer localement l'oxygène et préserver ainsi l'activité de la nitrogénase. En fonction de la nature transitoire et persistante de la prolifération des cellules de l'hôte, les nodules de légumineuses peuvent avoir deux types de formes. Déterminés ou sphériques, où les méristèmes sont transitoires, et des nodules indéterminés allongés, dont les nodules à croissance vont maintenir les tissus méristématiques. La mycorhisation est un phénomène général observé chez la plupart des végétaux terrestres. Il conduit à la formation d'un organe nouveau appelé les mycorhizes, résultant de l'association intime des racines et d'un champignon filamenteux. Les mycorhizes sont des associations mutualistes des racines d'un nombre d'espèces limitées de champignons et les deux partenaires dépendent des activités de l'autre. Ces micro-organismes contribuent au bon fonctionnement des plantes dans leur environnement naturel. Les mycorhizes vont utiliser les hydrates de carbone élaborés par les plantes hôtes et en contrepartie, ils vont permettre une absorption accrue d'éléments nutritifs, favoriser l'absorption hydrique, la nutrition minérale et parfois sécréter des hormones ou des antibiotiques. Les ifs des champignons se substituent plus ou moins aux poils absorbants des racines. Ils augmentent la surface à travers laquelle la plante peut absorber les éléments nutritifs, en particulier le phosphore, qui n'est pas très mobile dans le sol. Il existe différents types de mycorhizes en fonction de la morphologie et de l'interaction, caractérisées par une interaction superficielle dite ectomycorhize ou interaction interne dite endomycorhize. Les ectomycorhizes, du grec ektos, c'est-à-dire à l'extérieur, ne pénètrent pas à l'intérieur des cellules de la plante, mais entourent simplement les racines, formant un manteau de mycélium et un réseau entre les parois des cellules de la racine appelé le réseau de Hartig. Les les plus connus, évidemment, c'est la truffe. Les champignons vont s'associer d'abord aux racines fines à croissance déterminée, dépourvues de poils absorbants, puis il enveloppe la racine d'un manteau d'ifs, le manchon mycorhizien. D'autres ifs croissent dans les cellules dans la partie externe du parenchyme cortical, formant ainsi l'interface symbiotique ou le réseau de Hartig. La symbiose va modifier la physionomie de la racine mycorhizée. Elle va se renfler, cesse de croître et peut se ramifier de façon abondante, ce qui permet de l'observer à l'œil nu. Pour les endomycorhizes, contrairement aux ectomycorhizes, les endos sont caractérisés par l'absence de manchon mycélien externe du manteau fongique et la pénétration des ifs fongiques est à l'intérieur des cellules corticales. À partir du troisième feuillet, les cellules corticales les champignons différencient des structures symbiotiques et commencent à interagir avec le végétal. L'endomycorhize à arbuscule est la forme la plus répandue et forme des spores dans le sol. Pour les endomycorhizes, l'association s'effectue en plusieurs étapes. L'infection dite primaire se fait à partir d'ifs fongiques présymbiotiques issus d'une spore en germination. Les spores germent sous l'effet des facteurs environnementaux et développent quelques ifs primaires appelés aussi tubes germinatifs. Les ifs présymbiotiques issus de ce tube présentent de nombreuses ramifications. Leur croissance peut se faire en absence de plantes hôtes, mais dans ce cas-là, le développement spatial et temporel est limité. La phase présymbiotique constitue une étape crue
où on va voir les deux partenaires échanger des signaux. La présence de la plante hôte favorise la ramification des ifs, active et oriente leur croissance. Cette ramification abondante favorise la rencontre entre les champignons et la plante et forme les hyphopotes. Puis s'immisce dans l'appareil de pénétration développé par les plantes. Les champignons colonisent la racine de façon intercellulaire et forment des structures intracellulaires hyperramifiées, parmi lesquelles les arbuscules et les vesicules. À partir des mycorhizes, les ifs se développent très rapidement et intensivement dans le sol, constituant la phase extramatricielle. Cette phase, qui constitue la mycorhizosphère, joue un rôle primordial dans la symbiose. En se propageant et en colonisant un grand nombre de sols et un grand volume de sol, le mycélium extraracinaire acquiert des nutriments inaccessibles aux racines et les transfère vers les cellules de la plante hôte. Arrivant à la fin, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt!